puisse couvrir ça. Wow. Donc, cette assurance, ça n'est pas grand-chose, c'est juste 300 000. Il suffit de l'oncle, il n'y en a qu'à lui envoyer par Timoni 300 000 francs et elle va gagner ce marché. Je vous parle d'un professionnel. Cette dame, donc, c'est une entreprise. Oui. Alors, vous envoyez 300 000 francs pour souscrire à une assurance que vous n'avez même pas vue. C'est un contrat d'assurance, n'est-ce pas? Pour souscrire à une assurance, c'est un contrat que vous devez lire et voir si vous êtes d'accord avec les clauses, etc. Franchement, dites-moi la vérité. Mais vous avez gagné le marché où? Voilà. C'est là où il faut faire appel à son bon sens. Vous l'avez gagné comment? Et le Parlement de la CEDEAO va venir comme ça. On va appeler les gens au téléphone pour leur demander. Donc, quelque part, je profite de votre plateau pour dire qu'il faut que l'ensemble de nos concitoyens comprennent que c'est d'abord une responsabilité individuelle. Lorsque vous êtes une entreprise ou bien une administration même, en tant qu'individu, chacun est responsable de la protection de ses actifs informationnels. Quand vous êtes une entreprise, vos données, vos ressources informatiques sont de votre responsabilité. Maintenant, l'État a mis les structures pour vous accompagner, pour vous assister et, disons, pour protéger le cyberespace. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais l'ANSSI ne va pas jouer le gendarme ou bien le policier derrière chaque citoyen, derrière chaque entreprise pour déjouer les tentatives d'arnaque. Ce n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Et donc, alors que quand vous allez sur le site du CERT national, le CERT.tg, qui est donc l'équipe d'alerte et de réponse aux incidents informatiques, nous publions des astuces. Par exemple, les entreprises, nous disons, il faut séparer vos environnements personnels de vos environnements professionnels. Qu'est-ce que ça signifie? Pour cette entreprise, elle aura seulement demandé à celui qui l'a appelé de lui envoyer un email. Envoyez-moi l'email, par email, le contrat d'assurance. Tout à fait. Déjà, ne serait-ce que l'adresse mail. Quand vous allez voir, je ne sais pas, x@sonou.com ou bien @fidelia.com, @gta.com. Voilà. OK, vous savez que... Bah oui, enfin, désolé. Mais vous savez que là, effectivement, vous avez affaire à la boîte professionnelle d'un assureur. Et là, vous pouvez maintenant engager les démarches pour souscrire à cette assurance. Mais on a créé le mobile banking pour faciliter la vie à nos populations qui sont en milieu rural. Ça a permis, aujourd'hui, beaucoup d'organisations saluent l'Afrique, puisque c'est une création de l'Afrique. Hein. C'est un Kenyan qui a été à l'origine de cette création, et avec un PESA. Et aujourd'hui, vous imaginez le nombre de services que ça rend à la population. Et qu'on dise que cet outil qui a été créé pour nous faciliter la vie est le principal vecteur des arnaques et que les gens tombent dedans et que parfois ce sont des gens qui sont quand même lettrés, qui sont allés à l'école, qui sont des professionnels qui tombent dans ces arnaques. Nous, ça nous fait du mal. Malgré tout ce que nous avons publié, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, qu'on continue à m'interpeller, qu'il y a encore des arnaques. Quelque part, c'est comme si je faisais un travail de Sisyphe. Donc, je suis en train de pousser cette pierre au sommet de la montagne et à chaque fois, ça retombe, je reprends. Ce n'est pas possible de continuer dans cette logique. Très bien. Luc? Oui. Le cadre légal, il est là. L'aspect pratique, oui. Il y a une forte équipe qui travaille matin, midi et soir pour que l'environnement informatique soit vraiment sécurisé. Au-delà de ces deux aspects, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui est fait par l'ANSSI? C'est vrai, vous l'avez dit, il faut sensibiliser les gens, mais quand vous avez l'impression que les actions que vous menez ne passent pas, qu'est-ce que vous faites pour aller au-delà de ce qui est fait déjà? Très bien. Merci, M. Lucassi, pour cette question. Et actuellement, énormément du travail est en train d'être fait au niveau de l'ANSSI. Parce que vous savez, l'ANSSI a deux ministères de tutelle. Hein. Nous avons le ministère de l'économie numérique pour la partie donc, réseau informatique, le ministère de la sécurité et de la protection civile pour la partie répression. Voilà. Parce que le volet répression, donc lutte contre la cybercriminalité, nous le faisons en étroite collaboration avec la police, la gendarmerie et la justice. Pas plus qu'il y a cela un mois, l'ANSSI a réussi à trouver un financement avec des experts. Nous avons organisé la formation de 20 magistrats. Nous avons fait venir les magistrats de tout le pays et on les a formés aux techniques d'investigation numérique, aux techniques de la preuve numérique. Comment est-ce qu'il faut trouver la preuve numérique, la conserver, la transporter pour qu'elle puisse être versée dans un dossier au cours d'un procès. Donc ça, c'est une activité de l'ANSSI en tant qu'autorité nationale en matière de cybersécurité. Alors, nous sommes en train de travailler, de faire un travail de fond, c'est à l'état de projet, je ne peux pas rentrer dans les détails, avec les fournisseurs d'accès Internet. Parce que c'est par eux que tout passe, tout le flux d'Internet passe par eux. Si on veut bloquer un site malveillant, forcément nous devons passer par eux. C'est eux qui ont les capacités techniques pour pouvoir bloquer les sites malveillants. Si nous voyons des tentatives d'intrusion, c'est par eux. Donc, vous voyez, il y a donc les fournisseurs d'accès Internet.
les opérateurs de téléphonie mobile. Parce que pour les arnaques, il y a des travaux, il y a des activités ou bien des actions techniques qu'il faut faire pour retracer le numéro, le localiser, etc. Mais j'avoue que c'est un travail extrêmement complexe et qui prend du temps. De l'autre côté, lors de mon dernier passage ici, je vous avais dit que ces opérateurs de téléphonie mobile, ces fournisseurs d'accès à Internet, sont soumis à des contraintes institutionnelles en matière juridique, en matière de protection des données à caractère personnel. Il ne faudrait pas ouvrir la boîte de Pandore parce que, je veux dire, juste parce qu'il y a des actes de cybercriminalité, tout le monde ne peut pas avoir accès au serveur et rentrer, savoir M. Magloire a appelé qui, quand, ça a duré combien de temps, etc. C'est une intrusion dans la vie privée des gens. Et ça, c'est extrêmement réglementé par exemple, des dispositions juridiques comme la loi sur la protection des données à caractère personnel. Voici une autre contrainte qui, quelque part, nous freine, nous, dans notre élan de lutte contre la cybercriminalité. Vous êtes obligés de tenir compte, sinon derrière, c'est vos classements sur le plan international en matière de liberté d'Internet, vous allez avoir tous les problèmes. Et le pays sera blacklisté, on va vous refuser un certain nombre d'accès, on peut blacklister certaines de vos adresses IP publiques, etc. C'est extrêmement complexe. C'est pourquoi, moi, dans mes sensibilisations, je dis, faisons tarir la source. Soyons professionnels dans notre façon de procéder. Que tout ne se passe pas par téléphone. Aujourd'hui, sur le plan professionnel, j'encourage vraiment les entreprises à utiliser les mails. Quelqu'un vous appelle, car nous sommes de l'ETR, voilà, je veux, par rapport à votre procédure de paiement des impôts. Ok, monsieur, envoyez-moi un email. Juste en lui disant ça, vous le bloquez. Parce que forcément, il n'a pas de mail, ou bien même s'il en a, c'est beaucoup plus facile de retracer un mail qu'un numéro de téléphone qui se volatilise dans la nature, etc. N'oubliez pas que nous sommes l'OMS situé sur nos frontières. Le gars, il va se cacher derrière. Et un autre aspect de la difficulté dans la lutte contre la cybercriminalité, c'est que, et ça, c'est quasiment pour beaucoup de pays d'Afrique, nous avons un problème d'adressage. En France, quand vous faites flasher sur l'autoroute parce que vous avez dépassé la limitation de vitesse, votre amende vous arrive dans votre boîte aux lettres. Ici, quand vous habitez à Belouvé, qui peut me donner l'adresse de sa maison? Moi, à Lebasito, quand je vais indiquer quelqu'un, c'est à partir d'un bar, après il y a un baobab. Donc vous voyez que ça aussi c'est une contrainte. Oui, arrivé Voilà. si le Et ça, baobab n'existe plus, mais bon, voilà. je suis obligé de vous dire, voici les difficultés que nous rencontrons dans la lutte contre la cybercriminalité. Et ça paraît, on dit, mais on connaît le numéro, pourquoi vous n'arrivez pas à mettre la main sur eux? C'est extrêmement complexe. Donc quand vous mettez tous ces paramètres en place, pour arriver à mettre la main sur ces cybercriminels, c'est extrêmement dur. Mais nous y arrivons, la police y arrive souvent, pas plus qu'il y a sur 2 semaines à la DCPJ. Vous avez vu, c'est tout un réseau qu'on a démantelé. On vous montre les ordinateurs, les téléphones, les routeurs qu'ils ont. C'est une quête permanente. On ne va jamais arriver à éradiquer ce phénomène. Si on était capable de le faire, je pense que la criminalité générale aurait disparu il y a cela plusieurs siècles. Voilà. Oui, Alex. Déjà, félicitations pour le gros boulot que vous abattez. C'est vrai que ce n'est pas facile et qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais ne pensez-vous pas que l'ANSSI doit travailler en collaboration avec des structures privées pour pouvoir venir à bout de tout ce qui se passe comme vice dans le système? Et maintenant, personnellement, j'aimerais savoir, puisqu'il y a plusieurs personnes, quand on leur envoie des liens, on leur dit juste « clique dessus ». Et il y a des gens, on leur dit, clique dessus, tu envoies à 5 personnes, à la fin du mois, tu auras 30 000. Et aussi, ils cliquent. C'est ça. Tu sais même pas qui t'a envoyé ce lien. Voilà. Tu n'as jamais eu d'interaction avec lui. Maintenant, dites-nous, comment reconnaître un vrai lien d'un faux lien? Alors, dans nos sensibilisations, nous disons, quelqu'un que tu ne connais pas, je ne sais pas, je ne vous ai jamais envoyé, je n'ai jamais interagi avec vous. Un beau matin, vous trouvez mon numéro, je ne suis pas dans votre répertoire, et je vous envoie ce lien, je dis cliquez dessus, vous allez gagner. Et vous voyez, c'est toujours un gain qui vous attend derrière. Un gain facile. Toujours. Sinon, si je ne vous dis pas qu'il y a quelque chose à gagner, ça ne vous intéresse pas. Vous voyez. Mais quand vous ne connaissez pas l'origine d'un lien, ne cliquez même pas là-dessus. Parce que ça ne peut qu'être faux. Sinon, si je ne te connais pas que c'est un vrai lien que je veux t'envoyer, je prends contact avec toi, je me présente, je dis ce que je fais, pourquoi est-ce que je voudrais t'envoyer ce lien, et après je t'envoie le lien. Okay? Maintenant, lorsque par mégarde,
Ça arrive à tout le monde d'être faible. Hein. Moi, vous savez, c'est exactement de ça qu'on parle en matière d'ingénierie sociale. On vous cible, on sait, parce que nous laissons les traces partout, nous passons sur Internet. Sur Facebook, les noms de nos chiens, etc. Nous laissons tout, nous publions tout ce que nous faisons, ce que nous avons mangé, nous sommes allés où. Et c'est comme ça qu'on nous cible. Eh bien, c'est comme ça. Et pour retracer aujourd'hui, il y a des outils pour ça. Hein. Il suffit de taper ton nom, il y a des outils avec l'intelligence artificielle qui se développe à grande vitesse. C'est un processus qui arrive à rentrer dans les bases de données à travers le monde, dans tous les serveurs. Et on va ressortir votre profil type. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qui sont vos collaborateurs, ceux avec qui vous interagissez régulièrement. Et on peut donc connaître vos centres d'intérêt. Si vous aimez le football, je vous dis, cliquez sur ce lien, vous allez voir si vous aimez. Vous êtes un féru de Lionel Messi parce que dans votre chambre, vous montrez les vidéos ou bien les photos de Lionel Messi que vous avez placardées partout. Je vous dis, bon, cliquez, puis vous allez voir les prouesses de Lionel Messi sur les 2 derniers mois. Vous allez cliquer. Si ça vous arrive par méga, vous cliquez, appelez rapidement le CERT.tg, le CERT national. Vous allez sur le site de l'ANSSI ou bien sur le site du CERT, vous pouvez trouver les adresses et vous déclarez cet incident. Très vite, nous, on va rentrer pour vérifier si c'est un lien malveillant, s'il a réussi déjà à rentrer dans vos réseaux, commencer à détruire ou bien à poser des actes malveillants. OK. Luc, une dernière. Oui. Alors, c'est vrai que l'ANSSI fait ses preuves, même si c'est dans l'ombre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir en termes de bilan comptable des actions de l'ANSSI au vu et au su de tous? Alors, le bilan, c'est qu'au niveau des entreprises, d'accord, quand nous étions arrivés, en fait, les entreprises se débrouillaient comme elles pouvaient parce que rien n'était mis en place. Aucun cadre légal, aucun outil. Quand nous avons vu, ils avaient beaucoup de phishing, beaucoup d'attaques, ils perdaient souvent des données. Et quand nous avons mis en place les règles de cybersécurité et que nous avons commencé à travailler avec eux en organisant des sensibilisations thématiques, par exemple, nous avons organisé une sensibilisation dédiée aux banques pour leur montrer, parce que le système d'information d'une banque est par exemple différent du système d'information d'un hôtel. L'hôtel, donc, on va prendre en compte les badges d'accès, les cartes de crédit, le site Internet, parce qu'aujourd'hui, un cybercriminel peut rapidement prendre le contrôle du site Internet de l'hôtel de février, par exemple. Il va faire ce qu'on appelle le defacement. Vous allez voir l'interface, c'est la même chose, hein, les mêmes images comme le site Internet de 2 février, mais derrière, c'est un cybercriminel. Donc, quand vous allez payer par votre carte Visa la réservation de votre hôtel, il va récupérer vos codes d'accès. Et maintenant, il prend ces codes d'accès et il peut faire les achats sur Internet aux États-Unis, n'importe où dans le monde. Okay? Et donc, quand nous avons sensibilisé effectivement ces administrations, ces entreprises, ils ont commencé à mettre en œuvre ou bien à implémenter les mesures de cybersécurité. Et nous avons constaté une baisse drastique de ces attaques informatiques. Là, ce n'est plus les questions d'arnaque, timoni. On a vu une certaine baisse de ces attaques informatiques. Et là, quelque part, ça nous met du baume au cœur, qu'au moins, nous faisons quelque chose pour protéger les administrations. Et nous avons réussi à traiter des incidents. C'est-à-dire qu'une banque ou bien une entreprise subit une attaque informatique, nous nous mettons dessus et nous l'aidons à corriger l'incident, à lui permettre de retrouver ses données et à retrouver le cours normal de son activité. Très bien. Cher ami, vous êtes dans l'informatique, peut-être une préoccupation? Oui, Oui. Il y a des clients qui viennent chez nous aussi comme ça. Et bon, vous pouvez nous rappeler un peu si on veut vous contacter directement? Non, le site de l'ANSSI, vous allez www.ansi.gouv.tg, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Et ça, j'aimerais bien, vous qui êtes dans la formation, que vous nous approchiez pour que nous, on puisse vous aider à bien définir vos curricula de formation par rapport aux besoins. La cybercriminalité aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec la cybercriminalité au Togo. Voilà, eux aussi font face à d'autres types de cybercriminalité et les formations sont adaptées par rapport à cela. D'accord, très bien. Peut-être qu'on va terminer par là. On l'a dit, le mois d'octobre est retenu pour accentuer la sensibilisation sur la cybersécurité sur le genou. Vous avez énuméré déjà des activités. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Et toujours de la sensibilisation. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, la cybersécurité, c'est l'être humain. Alors, je le dis souvent, le problème de l'informatique ou bien de la cybercriminalité se trouve entre le clavier et la chaise. Entre le clavier et la chaise se trouve l'individu, l'être humain, vous et moi, qui ne respecte pas les consignes, qui est négligent, qui clique sur n'importe quel lien, qui a la part du gain facile. C'est lui le problème. Et donc, c'est sur lui qu'il faut mettre l'accent. Effectivement, donc, là, nous avons fait les 3 régions du Nord, Savane, Kara et Centrale. À partir de la semaine prochaine, nous allons tout faire pour faire les 2 autres régions. Voilà. Et donc, après cela,
nous allons encore, et ça c'est par rapport au hackathon, j'ai remarqué que nos jeunes manquent de compétition. Et je pense que chaque 3 mois ou bien 6 mois, nous allons organiser des compétitions nationales de cybersécurité pour les aguerrir, pour pouvoir nous représenter valablement dans les différentes compétitions. Et surtout permettre aux entreprises qui vont bientôt s'installer d'avoir des viviers de compétences à pouvoir recruter localement. Très bien. Non, pas vous. Chers étudiants, quelqu'un a une préoccupation? Non. Ah, d'accord. Allez, merci beaucoup. Une préoccupation pour est-ce que vous arrivez de recruter les hackers? Ça finit pas bien. Allez, bon, allez. Merci Luc. Merci, Luc. Parce En que fait, souvent les meilleurs sont... ben oui. Oui. La problématique de la cybersécurité et surtout donc, de la cybercriminalité, c'est des talents. Vous savez, il y a des gens qui sont férus d'informatique et eux-mêmes, ils se forment. Il y a beaucoup d'autodidactes dans ce domaine. Je connais un jeune togolais, celui même le capitaine de l'équipe togolaise. Il a fait le droit. C'est un juriste de formation de l'équipe togolaise qui a été 5e. Ah, ok, d'accord. Mais il est tellement passionné de ce domaine de la cybersécurité qu'il s'est formé lui-même. Et il participe à des compétitions de cybersécurité, il participe à des bug bounty. Les bug bounty, c'est quoi? Quand Microsoft sort, par exemple, un nouveau logiciel, il le fait tester par des hackers. Oui. Il dit, éprouvez-moi ce logiciel pour voir s'il y a des failles, des vulnérabilités, pour que nous corrigions avant sa mise en production. Et il a participé à des bug bounty qu'il a remportés. Hein. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas... Oui, il faut avoir des bases techniques, des bases d'informatique pour pouvoir aller dans ce domaine. Mais si vous êtes passionné de ce domaine, vous pouvez très bien y faire carrière. Et donc, je disais, la problématique, c'est que certains hackers, donc certains geeks, comme on les appelle, voient que c'est plus rentable d'être dans le mauvais côté, dans la partie crime, et ils s'y mettent là-bas. Quelqu'un, on dit, mais non, on veut le recruter. Il dit, non, moi, je gagne très bien ma vie en arnaquant les gens ou en arnaquant les entreprises. Hein, bon. Maintenant, si vous me proposez peut-être 15-20 millions par mois, oui, je vais venir. Donc, vous voyez, bon, maintenant, c'est à nous. Mais on risque aussi de se faire prendre un jour. Ah oui, maintenant. Sauf qu'effectivement, ils savent très bien que pour les attraper, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il n'y a pas de frontières, ils sont dans un pays, vous êtes ici. C'est pourquoi il faut aussi développer la coopération. J'en ai parlé lors de l'ouverture. Il faut que les pays de la sous-région, par exemple, nous puissions vraiment développer cette coopération. Qu'est-ce qu'ils font? C'est rare d'être dans le pays et attaquer les entreprises. Parce que très vite, on va remonter avec les adresses IP, on va le localiser. C'est facile. Il se met au Nigeria et il attaque le Togo. Et des Saints viennent s'installer au Togo, ils attaquent le Bénin. Et donc, si vous n'avez pas de coopération entre vous, les acteurs de la cybersécurité, en relation avec les États, etc. C'est compliqué, oui. Pour pouvoir les extrader, c'est très, très compliqué. Ouais. Voilà. Mais donc, les jeunes Togolais qui sont férus de la cybersécurité, je l'ai dit, ne basculez pas dans le mauvais monde. Venez plutôt du côté de l'ANSSI et nous allons faire de vous de grands spécialistes. Vous allez intégrer de bonnes entreprises et faire de belles carrières. Avec de bons salaires. Avec de bons salaires. C'est très important. C'est très important. Merci. Merci beaucoup, commandant Gota Gwaliba. Mot de la fin. Mot de la fin, merci encore une fois. Franchement, il faut que chacun, à son niveau, vous savez, au Togo, il se crée quasiment entre 12 et 15 000 entreprises par an. Les sites de vente en ligne, les applications, les petites start-up, etc. Dès que vous créez votre entreprise, toutes les autres problématiques de financement, de recherche de clients, de marketing, mettez la cybersécurité au même niveau que ces problématiques. J'ai comme l'impression, effectivement, j'ai discuté avec un jeune, il dit, ah oui, bon, DG, moi j'ai créé mon entreprise. C'est une application, hein, une grosse application qui marche très bien. Donc, voici une entreprise qui travaille avec un outil. Si jamais cette application est bloquée par un cybercriminel, il perd de l'argent. À la seconde où cette application est bloquée, il perd de l'argent et il joue même sa survie. Parce qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, s'il ne reprend pas le cours de ses activités, il va perdre toute sa clientèle et il meurt. Mais je dis, est-ce que, avant de mettre en production ton application, est-ce que tu as essayé de le prouver, tu t'es approché des services de cybersécurité pour qu'on fasse des pentests, corriger des vulnérabilités? Je dis, non, j'ai approché un moment donné, c'est un peu cher. Je dis, mais tu as dépensé de l'argent pour concevoir, acheter l'hébergement, faire la conception graphique, etc. Et la partie sécurité, qui est au cœur de ta survie, tu trouves que tu n'as pas d'argent pour ça? Donc, tu n'as pas compris les enjeux. Et donc, si cette application se fait hacker demain matin et qu'elle est bloquée, il va disparaître comme ça. C'est clair. Alors donc, je pense qu'il faut que tous ceux qui sont dans ce domaine prennent la mesure des enjeux.
prennent la mesure dangereuse, qu'ils aillent sur le site internet où nous publions toutes ces astuces. Et nous sommes prêts à accompagner. Moi, Lancy, je le dis, je suis prêt à accompagner ces jeunes qui créent des applications. On peut leur faire des taux forfaitaires parce que ça prend du temps. Ça engage des ressources humaines, ça engage des outils, ça engage des technologies. On ne peut pas le faire à titre gratuit quand même parce que derrière, il va falloir que quelqu'un endosse ses coûts. Oui. Mais nous, on peut négocier avec Cyberdéfense Africa ou certains de nos partenaires pour leur faire à des coûts forfaitaires, des pentests ou bien juste des vérifications de leur code source, etc. pour voir si tout a été bien conçu pour leur permettre de travailler sereinement.